Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire Voyage au bout de la nuit sur des beats. Je suis ravie de poursuivre avec vous une lecture de Marcel Proust. Alors pour ceux qui nous retrouvent, nous avons continué le roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. On lit tous vos petits commentaires avec beaucoup d'attention. Je m'en vais donc poursuivre cette lecture. Nous sommes dans la première partie de ce roman, autour de Madame Swann. Et justement, la conversation que je vais vous lire à l'instant porte sur Madame Swann et ses fameux salons. Très bonne soirée à tous, on se retrouve tout à l'heure. Bergotte n'a pas à son actif, dans son bagage, si je puis dire, un roman d'une envolée un peu haute, un de ces livres qu'on place dans le bon coin de sa bibliothèque. Je n'en vois pas un seul dans son œuvre. Il n'empêche que, chez lui, l'œuvre est infiniment supérieure à l'auteur. Ah, voilà quelqu'un qui donne raison à l'homme d'esprit qui prétendait qu'on ne doit connaître les écrivains que par leurs livres. Impossible de voir un individu qui réponde moins aux siens, plus prétentieux, plus solennel, moins homme de bonne compagnie. Vulgaire par moments, parlant à d'autres comme un livre, et même pas comme un livre de lui, mais comme un livre ennuyeux, ce qu'au moins ne sont pas les siens, tel est Bergotte. C'est un esprit des plus confus, alambiqué, ce que nos pères appelaient un diseur de Phébus et qui rend encore plus déplaisante par sa façon de les énoncer, les choses qu'il dit. Je ne sais pas si c'est l'Aumônier ou Sainte-Beuve qui raconte que Vigny rebuté par les mêmes travers. Mais Bergotte n'a jamais écrit 5 Mars ni Le Cachet rouge où certaines pages sont de véritables morceaux d'anthologie. Atterré par ce que M. de Norpois venait de me dire du fragment que je lui avais soumis, songeons d'autre part aux difficultés que j'éprouvais quand je voyais écrire un essai ou seulement me livrer à des réflexions sérieuses, je sentis une fois de plus ma nullité intellectuelle et que je n'étais pas né pour la littérature. Sans doute autrefois à Combray, certaines impressions fort humbles ou une lecture de Bergotte m'avaient mis dans un état de rêverie qui m'avait paru avoir une grande valeur. Mais cet état, mon poème en prose le reflétait. Nul doute que M. de Norpois n'eût eu saisi et percé à jour tout de suite ce que j'y trouvais de beau seulement par un mirage entièrement trompeur, puisque l'ambassadeur n'était pas dupe. Il venait de m'apprendre au contraire quelle place infime était la mienne, quand j'étais jugée du dehors, objectivement, par le connaisseur le mieux disposé et le plus intelligent. Je me sentais consterné, réduit, et mon esprit comme un fluide qui n'a de dimension que celle du vase qu'on lui fournit, de même qu'il s'était dilaté jadis à remplir les capacités immenses du génie, contracté maintenant, tenait tout entier dans la médiocrité étroite où M. de Norpois l'avait soudainement enfermé et restreint. Notre bise en présence à Bergotte et à moi, ajouta-t-il en se tournant vers mon père, ne laissait pas que d'être assez épineuse, ce qui après tout est aussi une manière d'être piquante. Bergotte, voilà quelques années de cela, fit un voyage à Vienne pendant que j'y étais ambassadeur. Il me fut présenté par la princesse de Metternich, vint s'inscrire et désirait être invité. Or, étant à l'étranger, représentant de la France, à qui en somme il fait honneur par ses écrits dans une certaine mesure, disons que pour être exact, dans une mesure bien faible, j'aurais passé sur la triste opinion que j'ai de sa vie privée.
Mais il ne voyageait pas seul, et bien plus il prétendait ne pas être invité sans sa compagne. Je crois ne pas être plus pudibond qu'un autre en étant célibataire. Je pouvais peut-être ouvrir un peu plus largement les portes de l'ambassade si j'eusse été marié et père de famille. Néanmoins, j'avoue qu'il y a un degré d'ignominie dont je ne saurais m'accommoder et qui est rendu plus écœurant encore par le ton plus que moral, tranchons le mot, moralisateur, que prend Bergotte dans ses livres où on ne voit qu'analyse perpétuelle et d'ailleurs entre nous un peu languissante, de scrupules douloureux, de remords maladifs et pour de simples peccadilles, de véritables prêchi-prêcha. On sait ce qu'en vaut l'aune, alors qu'il montre tant d'inconscience et de cynisme dans sa vie privée. Bref, j'éludai la réponse, la princesse revint à la charge, mais sans plus de succès. De sorte que je ne suppose pas que je doive être très en odeur de sainteté auprès du personnage, et je ne sais pas jusqu'à quel point il a apprécié l'attention de Swann de l'inviter en même temps que moi, à moins que ce ne soit lui qui l'ait demandé. On ne peut pas savoir, car au fond c'est un malade, c'est même sa seule excuse. « Et est-ce que la fille de Madame Swann était à ce dîner ?» demandai-je à Monsieur de Norpois, profitant pour faire cette question d'un moment où, comme on passait au salon, je pouvais dissimuler plus facilement mon émotion que je n'aurais fait à table, immobile et en pleine lumière. Monsieur de Norpois parut chercher un instant à se souvenir. « Oui, une jeune personne de 14 à 15 ans. En effet, je me souviens qu'elle m'a été présentée avant le dîner comme la fille de notre amphitryon. Je vous dirai que je l'ai peu vue. Elle est allée se coucher de bonne heure. Ou elle allait chez des amis, je ne me rappelle pas bien. Mais je vois que vous êtes fort au courant de la maison Swann. Je joue avec mademoiselle Swann aux Champs-Élysées. Elle est délicieuse. Ah, voilà. Mais à moi, en effet, elle m'a paru charmante. Je vous avoue pourtant que je ne crois pas qu'elle approchera jamais de sa mère, si je peux dire cela sans blesser en vous un sentiment trop vif. Je préfère la figure de mademoiselle Swann, mais j'admire aussi énormément sa mère. Je vais me promener au bois rien que dans l'espoir de la voir passer. Ah, mais je vais leur dire cela. Elles seront très flattées. » Pendant qu'il disait ces mots, M. de Norpois était, pour quelques secondes encore, dans la situation de toutes les personnes qui, m'entendant parler des Swann comme d'un homme intelligent, de ses parents comme d'agents de change honorables, de sa maison comme d'une belle maison, croyaient que je parlerais aussi volontiers d'un autre homme aussi intelligent, d'autres agents de change aussi honorables, d'une autre maison aussi belle. C'est le moment où un homme sain d'esprit qui cause avec un fou ne s'est pas encore aperçu que c'est un fou. Monsieur de Norpois savait qu'il n'y avait rien que de naturel dans le plaisir de regarder les jolies femmes, qu'il est de bonne compagnie. Dès que quelqu'un nous parle avec chaleur de l'une d'elles, de faire semblant de croire qu'il en est amoureux, de l'en plaisanter et de lui promettre de seconder ses desseins. Mais en disant qu'il parlerait de moi à Gilberte et à sa mère, ce qui me permettrait, comme une divinité de l'Olympe qui a pris la fluidité d'un souffle, ou plutôt l'aspect du vieillard dont Minerve emprunte les traits, de pénétrer moi-même, invisible, dans les salons de Madame Swann, d'attirer son attention, d'occuper sa pensée, d'exciter sa reconnaissance pour mon admiration, de lui apparaître comme l'ami d'un homme important, de lui sembler à l'avenir digne d'être invité par elle et d'entrer dans l'intimité de sa famille. Cet homme important
qu'elle ait usé en ma faveur du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de Madame Swann, m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ses douces mains blanches et fripées, qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. J'en ébauchai presque le geste que je me crus seule à avoir remarqué. Il est difficile en effet à chacun de nous de calculer exactement à quelle échelle ses paroles ou ses mouvements apparaissent à autrui. Par peur de nous exagérer, notre importance et en grandissant dans des proportions énormes, le champ sur lequel sont obligés de s'étendre les souvenirs des autres au cours de leur vie, nous nous imaginons que les parties accessoires de notre discours, de nos attitudes, pénètrent à peine dans la conscience, à plus forte raison, ne demeurent pas dans la mémoire de ceux avec qui nous causons. C'est d'ailleurs à une supposition de ce genre qu'obéissent les criminels quand ils touchent, après coup, un mot qu'ils ont dit et duquel ils pensent qu'on ne pourra confronter cette variante à aucune autre version. Mais il est bien possible que, même en ce qui concerne la vie millénaire de l'humanité, la philosophie du feuilletoniste selon laquelle tout est promis à l'oubli soit moins vraie qu'une philosophie contraire qui prédirait la conservation de toute chose. Dans le même journal où le moraliste du premier Paris nous dit d'un événement, d'un chef-d'œuvre, à plus forte raison d'une chanteuse qui eut son heure de célébrité, qui se souviendra de tout cela dans 10 ans ? À la 3e page, le compte-rendu de l'Académie des inscriptions ne parle-t-il pas souvent d'un fait par lui-même moins important, d'un poème de peu de valeur qui date de l'époque des pharaons et qu'on connaît encore intégralement ? Peut-être n'en est-il pas tout à fait de même pour la courte vie humaine ? Pourtant, quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois, qui s'y trouvait en visite, me semblait le plus solide appui que j'y pusse rencontrer, parce qu'il était ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous, d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion. Quand une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains. Je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles. Je fus stupéfait d'apprendre qu'était si différente de ce que j'avais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Ce potin m'éclaira sur les proportions inattendues de distraction et de présence d'esprit, de mémoire et d'oubli dont est fait l'esprit humain. Et je fus aussi merveilleusement surpris que le jour où je lus pour la première fois dans un livre de Maspero qu'on savait exactement la liste des chasseurs qu'Assurbanipal invitait à ses battues, 6 siècles avant Jésus-Christ. « Oh, monsieur, dis-je à monsieur de Norpois, quand il m'annonça qu'il ferait part à Gilberte et à sa mère de l'admiration que j'avais pour elle. Si vous faisiez cela, si vous parliez de moi à Madame Swann, ce ne serait pas assez de toute ma vie pour vous témoigner ma gratitude, et cette vie vous appartiendrait. Mais je tiens à vous faire remarquer que je ne connais pas Madame Swann et que je ne lui ai jamais été présentée. » J'avais ajouté ces derniers mots par scrupule et pour ne pas avoir l'air de m'être vanté d'une relation que je n'avais pas. Mais en les prononçant, je sentais qu'ils étaient déjà devenus inutiles, car dès le début de mon remerciement, d'une ardeur réfrigérante, j'avais vu passer sur le visage de l'ambassadeur une expression d'hésitation et de mécontentement, et dans ses yeux ce regard vertical, étroit et oblique, comme dans le dessin en perspective d'un solide, la ligne fuyante d'une de ses faces. Regard qui s'adresse à cet interlocuteur invisible qu'on a en soi-même,
Au moment où on lui dit quelque chose que l'autre interlocuteur, le monsieur avec qui on parlait jusqu'ici, moi, dans la circonstance, ne doit pas entendre. Je me rendis compte aussitôt que ces phrases que j'avais prononcées et qui, faibles encore auprès de l'effusion reconnaissante dont j'étais envahie, m'avaient paru devoir toucher M. de Norpois et achever de le décider à une intervention qui lui eût donné si peu de peine et à moi tant de joie, était peut-être, entre toutes celles qu'eussent pu chercher diaboliquement des personnes qui m'eussent voulu du mal, les seules qui pussent avoir pour résultat de l'y faire renoncer. En les entendant en effet, de même qu'au moment où un inconnu avec qui nous venions d'échanger agréablement des impressions que nous avions pu croire semblables sur des passants que nous nous accordions à trouver vulgaires, nous montre tout à coup l'abîme pathologique qui le sépare de nous, en ajoutant négligemment, tout en tâtant sa poche, « C'est malheureux que je n'ai pas mon revolver. Il n'en serait pas resté un seul. » Monsieur de Norpois, qui savait que rien n'était moins précieux ni plus aisé que d'être recommandé à Madame Swann et introduit chez elle, et qui vit que pour moi, au contraire, cela représentait un tel prix, par conséquent, sans doute, une grande difficulté, pensa que le désir, normal en apparence, que j'avais exprimé, devait dissimuler quelques pensées différentes, quelques visées suspectes, quelques fautes antérieures, à cause de quoi, dans la certitude de déplaire à Madame Swann, personne n'avait jusqu'ici voulu se charger de lui transmettre une commission de ma part. Et je compris que cette commission, il ne la ferait jamais, qu'il pourrait voir Madame Swann quotidiennement, pendant des années, sans pour cela lui parler une seule fois de moi. Il lui demanda cependant, quelques jours plus tard, un renseignement que je désirais et chargea mon père de me le transmettre. Mais il n'avait pas cru devoir dire pour qui il le demandait. Elle n'apprendrait donc pas que je connaissais Monsieur de Norpois et que je souhaitais tant aller chez elle. Elle se fut peut-être un malheur moins grand que je ne croyais. Car la seconde de ces nouvelles n'eût probablement pas beaucoup ajouté à l'efficacité, d'ailleurs incertaine, de la première. Pour Odette, l'idée de sa propre vie et de sa demeure n'éveillant aucun trouble mystérieux, une personne qui la connaissait, qui allait chez elle, ne lui semblait pas un être fabuleux comme il le paraissait à moi, qui aurait jeté dans les fenêtres des Swann une pierre, si j'avais pu écrire sur elle que je connaissais Monsieur de Norpois. J'étais persuadée qu'un tel message, même transmis d'une façon aussi brutale, m'eût donné beaucoup plus de prestige aux yeux de la maîtresse de la maison qu'il ne l'eût indisposée contre moi. Mais même si j'avais pu me rendre compte de la mission dont ne s'acquitta pas Monsieur de Norpois, fut restée sans utilité, bien plus qu'elle eût pu me nuire auprès des Swann, je n'aurais pas eu le courage, s'il s'était montré consentant, d'en décharger l'ambassadeur et de renoncer à la volupté, si funeste qu'en puissent être les suites, que mon nom et ma personne se trouvassent ainsi un moment auprès de Gilberte, dans sa maison, et sa vie inconnue. Quand Monsieur de Norpois fut parti, mon père jeta un coup d'œil sur le journal du soir. Je songeais de nouveau à la Berma. Le plaisir que j'avais eu à l'entendre exigeait d'autant plus d'être complété qu'il était loin d'égaler celui que je m'étais promis. Aussi s'assimilait-il immédiatement tout ce qui était susceptible de le nourrir, par exemple ses mérites que Monsieur de Norpois avait reconnus à la Berma et que mon esprit avait bu d'un seul trait, comme un pré trop sec
sur qui on verse de l'eau. Or mon père me passa le journal en me désignant un entrefilet conçu en ces termes. La représentation de Phèdre, qui a été donnée devant une salle enthousiaste où on remarquait les principales notabilités du monde des arts et de la critique, a été pour Madame Berma, qui jouait le rôle de Phèdre, l'occasion d'un triomphe comme elle en a rarement connu de plus éclatant au cours de sa prestigieuse carrière. Nous reviendrons plus longtemps sur cette représentation qui constitue un véritable événement théâtral. Disons seulement que les juges les plus autorisés s'accordaient à déclarer qu'une telle interprétation renouvellerait entièrement le rôle de Phèdre, qui est un des plus beaux et des plus fouillés de Racine, et constituait la plus pure et la plus haute manifestation d'art à laquelle de notre temps il a été donné d'assister. Dès que mon esprit eut conçu cette idée nouvelle de la plus pure et haute manifestation d'art, celle-ci se rapprocha du plaisir imparfait que j'avais éprouvé au théâtre, lui ajouta un peu de ce qui lui manquait, et leur réunion forma quelque chose de si exaltant que je m'écriai « Quel grand artiste !» Sans doute, on peut trouver que je n'étais pas absolument sincère, mais qu'on songe plutôt à tant d'écrivains qui, mécontents du morceau qu'ils viennent d'écrire, s'y lisent un éloge du génie de Chateaubriand ou évoquent tel grand artiste dont ils ont souhaité d'être l'égal, fredonnant par exemple en eux-mêmes telle phrase de Beethoven de laquelle ils comparent la tristesse à celle qu'ils ont voulu mettre dans leur prose, se remplissent tellement de cette idée de génie qu'ils l'ajoutent à leur propre production et en repensant à elle, ne les voient plus telles qu'elles leur étaient apparues d'abord, et risquant qu'un acte de foi dans la valeur de leur œuvre se disent « après tout », sans se rendre compte que, dans le total qui détermine leur satisfaction finale, ils font entrer le souvenir de merveilleuses pages du Chateaubriand qu'ils assimilent aux leurs, mais enfin qu'ils n'ont point écrites. Qu'on se rappelle tant d'hommes qui croient en l'amour d'une maîtresse de qui ils ne connaissent que les trahisons, tous ceux aussi qui espèrent alternativement soit une survie incompréhensible dès qu'ils pensent, mari inconsolable, à une femme qu'ils ont perdue et qu'ils aiment encore, artistes à la gloire future de laquelle ils pourront jouir, soit un néant rassurant quand leur intelligence se reporte au contraire aux fautes que sans lui ils auraient à expier après leur mort. Qu'on pense encore aux touristes qu'exalte la beauté d'ensemble d'un voyage dont, jour par jour, ils n'ont éprouvé que l'ennui. Et qu'on dise si, dans la vie en commun que mènent les idées au sein de notre esprit, il est une seule de celles qui nous rendent le plus heureux, qui n'ait été d'abord, en véritable parasite, demander à une idée étrangère et voisine le meilleur de la force qui lui manquait. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bon courage pour ceux qui travaillent en ce moment et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt. Bye bye.